pour poursuivre sur la question des caractères spécifiques des archives audiovisuelles, on a parlé de la question des supports, on a parlé de la question de la technique de lecture, la nécessité d'un appareil de lecture de médiation, notamment pour les documents sur support matériel. On a parlé de la prise en compte tardive, et moi j'aime beaucoup effectivement rappeler qu'en 1988 encore, dans la Gazette des Archives, on parlait des nouvelles archives, en 1988 quand même. Tu évoques, toi Yann, la question du vocabulaire. Même sur la question du vocabulaire, il y a des spécificités. Quand on parle de producteur dans les archives audiovisuelles, c'est pas exactement le même producteur que dans les archives papier. Quand on parle de copie, une copie, et on vient de le voir, V8, VHS, Betacam, tout ça, ce sont des copies. Sur la problématique des archives papier, la notion de copie n'a pas du tout la même portée et n'entraîne absolument pas non plus les mêmes gestes archivistiques. On a parlé aussi des institutions. Les institutions à l'origine qui ont collecté, qui se sont emparées des archives audiovisuelles, n'étaient pas les institutions qui s'emparaient jusqu'alors des archives papier, notamment dans le réseau des archives publiques. D'autres institutions sont nées qui se sont spécialisées dans cette problématique, et heureusement. On a parlé aussi on n'a pas encore évoqué les problématiques de conservation, mais M. Jeanneney faisait référence aussi à la migration. Oui, à l'INA, vous savez que depuis 20 ans, on a entrepris un travail de numérisation des supports physiques. Plus de 2 millions d'heures ont été numérisées, mais ça ne suffit pas, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut effectivement poursuivre la migration et faire évoluer sur de nouvelles technologies les fichiers que nous avons créés par la numérisation. Donc le travail n'est jamais terminé. Mais peut-être que là, sur cet enjeu de migration, au contraire, on rejoint maintenant la problématique des archives écrites, qui ne sont plus papier, puisqu'elles sont nativement numériques, et que le natif numérique écrit fera aussi l'objet de migration. Donc peut-être que là, on rejoint les problématiques. Et puis pour terminer, je reprends la question des spécificités. Il y a effectivement la question de la notion d'œuvre dans la production audiovisuelle qui implique et qui ensuite doit faire activer la législation, la réglementation sur la propriété littéraire et artistique. Je ne suis pas sûre qu'une commande de l'État auprès d'un producteur, d'un réalisateur, fût-il de Serge Moati, emporte l'ensemble des droits de la propriété littéraire et artistique aux commanditaires. Donc là aussi, il y a des spécificités sur les fonds audiovisuels et sur les archives. Alors, est-ce que ce sont encore des archives quand il s'agit des œuvres? Ça, c'est un autre débat, mais qui devrait aussi peut-être être éclairé. Je peux poser une question supplémentaire, si permettez, Yann. Oui, bien sûr. Je prends l'exemple des archives de ma présidence de la BNF, que j'ai naturellement laissé à la BNF pour faire un fonds. Et il y a parmi elles toute une série de cassettes, de petites cassettes de l'époque qui est donnée et dont l'inventaire est beaucoup plus difficile à faire que pour l'écrit. Et qui, je ne sais pas s'il va être fait aussi. Et en même temps, si on veut par exemple évoquer la bataille que nous avions menée pour la Bibliothèque numérique européenne, c'est au moins aussi important d'entendre les débats qu'on a pu avoir, que j'ai pu avoir, les propos tenus dans différentes instances, que l'écrit qui n'a pas toujours servi à décrypter cela. Donc je me demande techniquement, du point de vue des archivistes, comment les choses se passent, parce que je vois bien, j'ai donné en vrac beaucoup de choses, que ce serait un gros travail de les écouter et d'analyser le contenu. C'est une tâche nouvelle et extrêmement chronophage. Alors je m'interroge à ce propos. Oui, ça c'est certain que parce qu'en plus là on n'en est même pas à l'analyse. Ce que fait l'INA beaucoup, qu'on peut voir dans l'INATEC ou dans mesure, c'est-à-dire une analyse vraiment, je veux dire. Alors, oui, peut-être là du coup, excuse-moi Yann, mais oui, c'est de l'activité humaine qui nécessite de visionner et ensuite de décrire. Donc, je crois que ce n'est pas pour rien qu'à l'INA, on avait encore récemment jusqu'à 150 documentalistes qui soit visionnent le dépôt légal, soit revisionnent des productions antérieures pour les rendre accessibles. Donc, dans le travail de description documentaire, et pas seulement le vocabulaire, c'est effectivement une opération qui est différente de celle du traitement des archives papier.
Mais peut-être que là aussi, dans la mesure où les supports sont numériques, enfin le visionnage se fait, l'accès se fait via le numérique, nous sommes en train, et on n'est pas les seuls bien sûr, d'essayer de développer des outils de lecture et de compréhension qui ne soient pas seulement le résultat du travail de l'homme. Donc c'est ce qu'on appelle tous les outils d'automatisation des traitements, qui vont reconnaître des visages, qui vont reconnaître des mots, si c'est de la lecture auditive, qui vont créer des concepts à partir du moment où on aura appris à la machine à traiter des masses d'informations et qu'elle aura une petite autonomie qu'il faudra toujours entretenir pour créer elle-même des descriptions. Donc ce sera différent de ce que vous faites à l'INA en général, très bien, pas toujours, mais qui est de faire à mesure, je vois pour mes émissions, en fait, faire à mesure la description de ce qu'il peut y avoir dedans. C'est ça. C'est ça, ça pourra, ou ça décrira des choses qu'on ne décrit pas aujourd'hui, ou ça nous aidera peut-être à trouver vous voyez, on a des tas de films animaliers à la télévision. Jamais on va décrire qu'il y a une girafe qui apparaît à l'écran, jamais. On dira film animalier, on n'ira pas beaucoup plus loin, peut-être Serengeti, etc. Mais on sait que la machine, l'intelligence artificielle, comme on dit, saura, si on lui apprend, reconnaître une girafe. Mais ça, c'est ce qui a été diffusé, soit du son, soit de la télévision. Tout à fait. Donc là, je parle de ces cassettes qu'on donne un peu forcément en vrac. Parfois, il y a un intitulé dessus, conférence de presse, ceci, mais pas toujours, et c'est assez flou. C'est précieux en même temps. Là, je vais peut-être laisser parler Martine, mais il y a, pour avoir des outils d'automatisation, il faut de toute façon avoir numérisé. Mais Martine, je te laisse. Oui. Merci Agnès. Oui, effectivement. Alors, il y a la problématique technologique et effectivement, à l'INA, voilà, vous êtes particulièrement à la pointe de ces sujets. Je voulais en fait intervenir pour souligner quelque chose qui a été intéressant. Voilà, dans votre remarque, Monsieur Jeannet, quand vous avez dit oui, mais comment on fait pour tous ces fonds qui sont donnés un peu en vrac et voilà, et on n'a pas grand-chose. Donc et c'est intéressant de remarquer cette double approche. Donc à l'INA, où on a majoritairement des programmes donc télévisés, donc là si on est dans le domaine du visuel, où on peut entraîner une machine à reconnaître des personnes, des lieux ou des objets. Et à contrario, donc d'autres archives audiovisuelles telles que l'on a aux Archives nationales et je pense aussi à la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire qui ont une hétérogénéité très très large de provenance. Donc on va avoir des fonds comme ceux que vous avez donnés, Monsieur Jeannet, à la Bibliothèque nationale, qui ont été produits par des particuliers dans le cadre de leurs activités professionnelles ou personnelles. On va avoir des productions administratives et dans ces productions administratives, on va avoir des délibérations de comités qui ont été filmés, on va avoir des films d'information, des films de communication, on va avoir des enregistrements de procès, enfin on va avoir bref des archives qui sont très différentes les unes des autres et sur lesquelles il va être très très dur d'entraîner une machine, donc une intelligence artificielle, à lui dire reconnais systématiquement toutes les personnes, etc. Parce qu'il y aura des personnes qui seront reconnaissables parce que ce seront des personnes publiques, mais il y aura aussi tout un tas de personnes qui ne seront pas reconnaissables, voire il n'y aura pas du tout de personnes à reconnaître parce que le sujet sera tout autre. Oui. Et dans ce cas-là, la machine ne fera rien. Donc, c'est un petit peu ce qui est compliqué. Et c'est vrai que, voilà, aux Archives nationales, donc je rappelle que les fonds audiovisuels sont importants, mais ne sont qu'une très petite partie de l'ensemble des archives que l'on a, puisqu'on est de toute façon sur une épaisseur chronologique qui est voilà, très très importante, puisqu'elle remonte au 7e siècle. Donc bien sûr, c'est une toute petite partie, et autant au tout début, on a commencé à faire l'archivage des archives audiovisuelles aux Archives nationales,
on a été dans cette démarche, comme Alina, de faire une description séquence après séquence de chaque enregistrement qui arrivait, mais très vite, on a eu affaire à la masse. Alors, non pas qu'on n'a pas l'habitude, parce que franchement, aux archives, enfin, le réseau d'archives ne gère que de la masse, mais de ce fait, on a été amené à traiter les archives audiovisuelles un peu de la même façon. Alors bon, je caricature un peu le propos, mais pour dire qu'on n'a pas les moyens, très sincèrement, de faire ce travail voilà, très fin. Et effectivement, l'intelligence artificielle ou d'autres types d'approches sont intéressants. Donc, on travaille sur un projet de ce type-là, d'ailleurs, avec l'ARSCOPSI et M. Bertin, qui est, je crois, parmi les présents. Gilles Bertin, voilà, oui, je le vois. Ou dans le cadre d'un projet, voilà, on réfléchit sur comment entrer plus finement dans les archives audiovisuelles pour pouvoir les annoter et restituer voilà, toutes ces informations qui sont contenues, qui sinon échappent à la recherche. Je pense au son autant qu'aux images, et peut-être les machines ont plus de peine du côté du son, peut-être à reconnaître des voix ou avoir quelqu'un qui intervient, je ne sais pas. Tout à coup, Marcel Proust apparaît sur un... comme c'était le cas récemment, hop, elle va réagir, je ne sais pas. Mais pour les fonds que tu décris, Martine, c'est évident, enfin, je vois même les fonds que l'on collecte de l'Opéra de Paris ou de la Fondation Jean Jaurès, c'est un travail de pièce à pièce qu'il faut réaliser. Donc ce sont effectivement des moyens humains qu'il faut arriver à dégager pour faire cette description, fût-elle très sommaire.